Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de prendre rendez-vous de ce 13h au Bénin. Voici le sommaire. L'examen du brevet d'études du premier cycle juin 2023 s'est clôturé ce matin dans tous les centres de composition. 121 827 candidats ont composé cette année. À la fin des épreuves, nous vous livrons les premières impressions des candidats. Ensuite, la communauté internationale célèbre chaque 14 juin la journée mondiale des donneurs de sang, des citoyens qui donnent de façon bénévole ce liquide vital pour sauver des vies, mais qui peut être donneur de sang. Nous avons posé la question au docteur François Aronsou, directeur de la production, de l'assurance qualité et de l'hémovigilance à l'Agence nationale de transfusion sanguine. Et pour finir, départ des pèlerins pour le Hajj 2023, connu comme l'un des 5 piliers de l'islam. Les fidèles musulmans candidats au Hajj ont déjà commencé par prendre le vol pour l'Arabie Saoudite. Avant l'étape d'embarquement, les pèlerins sont rassemblés à un point de regroupement. Comment se fait donc la préparation des pèlerins à ce point de regroupement? On va le savoir dans ce trajet rebelle. À nouveau bonjour, c'était là le sommaire de cette édition. Bienvenue si vous nous rejoignez. 121 827 candidats ont composé cette année pour le compte de l'examen du brevet d'études du premier cycle BPC. Session de juin 2023, l'examen s'est clôturé ce matin dans tous les centres de composition. À la fin des épreuves, voici les toutes premières impressions des candidats. Bon, le premier jour, c'était plus facile. Le deuxième jour, c'était aussi facile. Mais le troisième jour, bon, j'ai transpiré un peu. Ouais, je transpire encore. Ouais. Et il va aller prier. Je vais aller prier Dieu pour que ça se passe bien. Ouais. Le premier jour, c'était plus que facile. Vraiment, je me suis bien sorti, j'étais dans mon élément. Le mardi aussi, c'était bien. Mais mercredi, au niveau de l'épreuve de maths, je me suis un peu sorti. Quand j'ai vu l'épreuve, je savais que c'était facile. Mais après ça, franchement, je ne me suis pas vraiment sorti. Là, on met tout dans la main de Dieu. Hein. L'épreuve de maths, du problème 1 au problème 2, franchement, moi j'étais dans mon élément. Au niveau du problème 3, on nous a demandé de déterminer, de prouver une équation. Et en soi, on connaît les termes de l'équation, mais les inconnus qu'on allait mettre dedans, c'était ça, il fallait réfléchir. Et moi, personnellement, je me suis rappelé du BPC 2015. Et dedans, il y avait un truc par rapport à une quantité de verre. Et je me suis dit, c'était comme le bénéfice. Donc, il fallait prendre les connus, fois le bénéfice, tout ça, et trouver les connus. Donc, à partir de ce moment, quand je suis trouvé ça, après, on te demande de faire un système encore, c'est la même chose, tu prends, on te demande de trouver le prix. Or, le prix c'est égal au résultat du système. Du coup, pour moi, c'était bien. Donc, les 3 jours de composition, c'était bien. Avec tout ce qu'on avait appris, donc il y avait des trucs plus faciles que les autres. Les épreuves étaient quand même abordables. Donc ça va. Ça s'est bien passé, j'ai aimé. J'ai pas beaucoup appris, mais ce que j'ai appris, c'est ça qui est sorti, j'ai aimé. C'était un peu dur. Mais je me suis en sorti quand même. On peut espérer un très bon résultat. Fais bloc 100%. 100%. 3 jours de composition, retour sur la première journée de composition au Collège d'enseignement général de Brigamin pour voir de quelle façon les candidats ont pu gérer les premières heures de cet examen. Un reportage de Estelle Kapa, candidat de Ronrento, mon fils de Sabouran. Les candidats au BPC ont fini pour leur première journée d'examen au centre de composition du CEG Bégamin. Ils sont pour la plupart satisfaits, même si d'autres ont rencontré quelques difficultés. Moi, j'ai trouvé la première journée pas trop mal. J'ai bien aimé les épreuves qu'on nous a proposées. Je n'ai pas eu peur comme d'habitude. Grâce au Saint-Esprit, j'ai pu m'en sortir dans les épreuves. Bon, arrivé à la maison, je mange, je me repose un peu, puis je reprends le cahier. Puis on laisse tout à Dieu. C'était parfait en fait. Les épreuves ont été faciles, on a bien débuté. Et je pense que les professeurs ont bien fait de nous apprendre aussi. Et je pense qu'on va réussir ensemble avec l'aide de Dieu. L'épreuve n'était pas mal, c'était abordable. Si tu as appris ta leçon, ça va aller. Ma première journée a été bien. L'épreuve de français s'est bien passée, l'épreuve d'histoire géo aussi s'est bien passée. Jusque c'était
la résistance sur Kaba qui a été un peu difficile pour moi. Une première journée d'examen terminée, une journée de stress de moins pour parents et candidats. En cette période, les parents ont pris des dispositions pour accompagner les enfants. J'avoue, c'est les enfants que nous sommes venus accompagner. Les enfants, c'est eux qui sont stressés. Il est bien évident que le stress est partagé. Oui, stressé un peu, mais surtout pour réconforter les enfants, leur apporter, je dirais simplement le réconfort qu'il faut pour qu'ils continuent toujours par travailler dans de très bonnes conditions. Très tôt le matin, nous les avons réveillés. Ils ont été préparés pour affronter les épreuves. Déjà à 6h45, nous étions au niveau du CEG pour leur permettre de reconnaître les salles. Et enfin, ils sont installés. Nous leur avons souhaité bonne chance. À midi, nous étions revenus pour leur apporter à manger. Et ce soir, nous sommes là pour les faire entrer. On s'est réveillé tôt. On est venu à l'heure et tout. Ma fille qui compose ici a pu accéder à sa salle facilement et tout. Donc pour moi, ça s'est bien passé. Pour cette première journée, aucun incident majeur n'a été signalé sauf quelques absents identifiés. Jusqu'à présent, nous avons eu 7 absents. 5 garçons et 2 filles. Pour le moment, tout se déroule bien. Oui, je les invite à garder le calme, comme ce qu'ils ont fait depuis le matin jusque-là. Ce soir, qu'ils révisent tout simplement les matières qui vont passer demain. Les parents, je les invite à les suivre particulièrement, à suivre leur santé, ce qu'ils mangent, ce qu'ils n'ont pas l'habitude de manger, qui ne l'expérimentent pas ces jours-ci, et que tout se déroule bien. La journée de demain passe et c'est terminé. Les examens se poursuivent sur toute l'étendue du territoire jusqu'au mercredi prochain. Ils sont appelés à plonger demain sur l'anglais, la SVT, la physique et les langues au choix. Et puis après le BPC, c'est le baccalauréat. Dans quelques jours, pour cet examen, les candidats font face justement à plusieurs épreuves, dont celle de français, qui ouvre justement le bal. Si elle est mal traitée, le candidat devient un peu stressé jusqu'à la fin de la composition. Et justement, Dako Abel, professeur de français dans un collège, nous donne ici quelques astuces à mettre en pratique en face d'une épreuve de français à l'examen du baccalauréat. On l'écoute. Au second cycle, lorsqu'on lui demande de dire quelle est la convergence entre les tests 1 et 3, alors que le candidat suit régulièrement les cours et il sait que généralement les tests 1 et 3 ont quelque chose en commun, c'est-à-dire l'exercice littéraire, à savoir la discussion et la dissertation. S'agissant de la contraction de tests, le candidat, idéalement, ce qu'on attend de lui, c'est qu'il propose un résumé en un paragraphe. Il ne doit pas recopier l'auteur, il ne doit pas utiliser des expressions explicatives, c'est-à-dire il y a c'est-à-dire qui est un terme explicatif tel que, autrement dit, en d'autres termes et bien d'autres, il ne doit pas utiliser les 2 points, il ne doit pas utiliser les parenthèses. Outre donc ces mesures-là, il ne doit pas utiliser les explications dans le résumé. En commentaire composé, qui est l'exercice le plus facile des 3? Le plus facile parce que ça se justifie. Le candidat ne sort pas du contexte du test qu'on l'a proposé. C'est là l'avantage du commentaire composé. Il comprend le test, et il l'explique, il l'analyse dans un premier temps et il l'interprète. Quels sont les au-delà que l'auteur fait allusion? C'est-à-dire, dans ce test-là qu'il lui a proposé, il y a les ponctuations, entre autres procédés formels qui jouent un rôle important. Lorsqu'on utilise par exemple, l'auteur utilise par exemple les points de suspension ou l'auteur de l'épreuve qui utilise les points de suspension, le candidat est à même de comprendre qu'à travers ces points de suspension, il y a des interprétations que l'auteur voudrait faire. Et donc c'est à lui de comprendre ce procédé formel et de l'interpréter.
Et c'est justement la période des révisions encore chez les candidats au baccalauréat. Et dans ce cadre, certains candidats préfèrent prendre des stupéfiants pour résister au sommeil, rester en éveil pour étudier, ce qu'il faut éviter. Le dopage chez un élève candidat et ses conséquences sur sa santé sont abordées dans ce reportage. Depuis le début de ce mois de juin, nous abordons la saison des examens de fin d'année au Bénin. Pour bien franchir cette étape importante de leur vie, les candidats font appel à tous les moyens pour s'apprêter. Certains révisent leurs leçons en journée, d'autres par contre préfèrent profiter des temps de nuit pour le faire. Mais pour lutter contre le sommeil, ils prennent des substances comme le café, le citron ou encore d'autres combinaisons de produits que leur proposent des proches. Bon, je me réveille très tôt le matin, je révise les cours littéraires. Tout. La prise de produits pour repousser ou contenir le sommeil en période de révision peut se révéler dangereux pour ceux qui s'y adonnent. Parfois, la non-maîtrise de la posologie ou de la composition des dits produits peut agir négativement sur la santé du candidat, surtout des plus jeunes. Plusieurs conséquences en découlent. Cela modifie leur régime de sommeil. Cela modifie leurs organismes et peut entraîner beaucoup d'autres conséquences telles que les déraisonnements. Parce que très rapidement, l'élève qui ne parvient pas à avoir un niveau de sommeil normal peut rapidement commencer par déraper. Ils prennent du citron, presque beaucoup de citron qui contient de la vitamine C, n'est-ce pas? Pour rester éveillé, parce que là, il semble que la vitamine C permet de rester, de vous maintenir en état de veille. Ils prennent beaucoup de citron, ce qui peut irriter certains organes. Ou bien ils prennent carrément de la vitamine C. Et puis la pratique la plus courante, c'est le café. Et il y a un élément dans le café qu'on appelle la caféine qui permet de maintenir en état de veille. Mais là, c'est une veille artificielle. C'est une veille artificielle qui fatigue davantage le cerveau. C'est pourquoi les parents d'élèves sont appelés à faire un suivi rigoureux de leurs enfants candidats avant et pendant l'examen, contrôler leur temps de repos et les amener à respecter le calendrier de révision s'avère très capital. Nous disons aux enfants que ces derniers temps, ils doivent supprimer leurs histoires de veille pour apprendre. Les enfants ne doivent plus veiller pour apprendre. Ils doivent se coucher vite et se réveiller vite. Ils doivent laisser de veiller parce que trop veiller, ça agit sur le cerveau. Ils ne pourront pas garder grand-chose. Pour bien affronter l'examen et sauvegarder sa santé et mettre toutes les chances de son côté, le psychopédagogue pense qu'on peut bien se passer des produits dopants et essayer quelques astuces qu'il recommande ici. Je conseille à chaque candidat de bien dormir, naturellement d'abord, parce que la santé avant tout, dit-on. Donc, ils dorment bien maintenant pour réviser très tôt le matin. Ils doivent réviser les matières qui sont littéraires. Très tôt le matin, il faut réviser les matières littéraires parce que très tôt le matin, comme ça, votre mémoire, elle est encore fraîche. Et là, ça permet à assimiler tout ce qui est histoire, géographie, tout ce qui est français et autres. Maintenant, les soirs, il faut faire les matières scientifiques les soirs. Parce que quand tu es au tableau, tu es en train de calculer. C'est rare de voir quelqu'un en train de faire des calculs et commencer par dormir au tableau. C'est très rare. Mais il peut en train d'apprendre un truc de histoire géo la nuit rapidement. Il se réveille le matin, le cahier tout mouillé. Chaque maillon de la chaîne éducative doit jouer sa partition afin que candidats, enseignants, parents d'élèves, puisse se frotter les mains au soir de la proclamation des résultats. Je vous l'annonçais en titre, la communauté internationale célèbre chaque 14 juin la journée mondiale des donneurs de sang, des citoyens qui donnent de façon bénévole ce liquide vital pour sauver des vies. Mais qui peut être donneur de sang? Dr François Rononsou, directeur de la production de l'assurance qualité et de l'hémovigilance à l'Agence nationale de transfusion sanguine, répond. Il intervient au micro de Esther Toffa, Henri Ganti. Toute citoyenne, tout citoyen âgé de 18 à 65 ans, pesant au moins 50 kilos et apparemment en bonne santé, peut être volontairement candidat au don de sang. Bon, quelqu'un qui est diabétique, qui n'est pas encore bien équilibré, quelqu'un qui est hypertendu, connu, qui est sous traitement avec un médicament qu'il consomme régulièrement, que nous jugeons pouvant perturber, parce que circulant dans son plasma, pouvant perturber un niveau dès qu'il pourrait recevoir son sang, c'est une contre-indication, elle peut être définitive comme elle peut être
temporaire. Donc il est notre mission de pouvoir tenir compte de ces maladies pour préserver la bonne santé du candidat, du potentiel donneur, afin que le prélevé ne soit pas préjudiciable à lui-même et préjudiciable au potentiel receveur. C'est pour cela que tout candidat qui se présente devant nous, nous ne vous rejetons pas d'emblée ou même a posteriori. Nous vous rejetons en vous disant que vous êtes désormais un recruteur pour nous, parce que vous pouvez parler dans vos communautés, dans votre famille, dans votre entreprise, quelque part, et nous aider à toujours recruter 1 ou 2, 3, 4, 5, 6 personnes tous les jours que le bon Dieu fait, afin que nous puissions faire face à toutes les demandes exprimées en matière de transfusion sanguine. Nous sommes le 14 juin, journée mondiale du donneur de sang. La communauté internationale a choisi ce jour de naissance du découvreur, celui qui a découvert, le médecin viennois qui a découvert le groupe sanguin, Karl Landsteiner, qui a découvert le groupe sanguin en 1905, qui a été prix Nobel de médecine, pour remercier le donneur de sang, tout ce qu'ils font. Et ils sont nombreux. Nous devons leur dire merci. Merci pour tout ce qu'ils font. Parce que vous ne pouvez pas imaginer tous les jours ce que nous faisons comme transfusion sanguine au Bénin. Merci aux institutions qui nous accompagnent. Merci aussi à l'État. Parce que la transfusion coûte énormément cher. Nous avons besoin de plus en plus de moyens pour faire face aux coûts de plus en plus élevés en matière de réactifs, de consommables, d'infrastructures, d'équipements mobiliers et surtout de matériel logistique pour faire face à tout ce qu'il y a comme exigence, surtout les exigences en quantité et en qualité. Parce que nous devons atteindre l'objectif de l'OMS qui est de 1% de la population. Nous sommes presque à 12 millions, donc il nous faut 120 000 poches pour atteindre. Nous sommes déjà en 2022 à 104 230 poches prélevées en 2022. Nous avons projeté pour 2023 atteindre l'objectif de 110 000 poches. Et puis nous restons sur le même sujet, bien qu'étant un geste facultatif et puis bénévole, le don de sang représente un geste qui sauve. Il n'est néanmoins pas accepté par tous. Plusieurs raisons poussent les citoyens béninois à hésiter. Nous retrouvons Dr François Rolonsou qui énumère quelques-unes et rassure. Les Béninois ont tendance à écouter beaucoup plus les rumeurs. Les rumeurs qui disent que, nous vendons le sang. Nous ne vendons pas le sang. Nous prélevons de façon volontaire et bénévole chez les candidats au don de sang moins de 2000 litres de sang sur les 5 à 6 litres que vous avez en circulation. Et nous demandons à ceux qui doivent recevoir de faire une contribution pour la poche vide qui est de 2000 francs. Et alors que, vous savez, la poche vide, 1500 comme contribution et 500 francs pour le transfuseur, ça fait 2000 francs sur plus de 55 000 que nous dépensons pour pouvoir mettre à disposition ce sang. C'est ce qu'on appelle pour traiter ce sang afin que vous ne soyez pas en danger en matière de transfusion sanguine. Donc la transfusion sanguine coûte cher et l'État béninois paye en subventionnant tout ça là. Vous voyez, d'une moyenne de 55 000, le coût de revient d'une poche de sang, et on vous demande de contribuer de 2000 francs et ça devient encore un problème. Et on nous accuse de vendre le sang. C'est vrai, le rêve aussi de tout Béninois, c'est que ce soit gratuit, comme les donneurs de sang offrent de façon gratuite. Ils souhaitent et ils insistent, le débat est toujours en cours, que nous puissions céder aussi à titre gracieux. Mais qui doit payer tout ça là? Troisième point sur lequel le débat aussi s'agrippe, c'est qu'on a tendance à dire que les banques de sang offrent la possibilité à des cybercriminels d'aller mettre sur une certaine déité, certaine divinité, donc que certaines catégories de jeunes ont tendance à avoir à domicile afin d'arnaquer tout le monde. Je dis que nos poches de sang ne vont jamais, n'iront jamais, ne pourront jamais se retrouver sur des déités. Parce que dans la poche vide, pour conserver nos poches de sang, dans la poche vide, il y a du sel qu'on appelle le citrate ou phosphate. C'est du sel en liquide sur lequel nous prélevons du sang pour conserver le sang, afin que ça reste dans les conditions liquides et bien conservé pour la transfusion sanguine. Et le sel ne va pas sur cette déité. Le sel ne va pas. Quelqu'un met du sel sur cette
se retrouvera foudroyé, frappé d'une manière ou d'une autre par cette... Et les interdits sont connus. Donc il ne faut pas que les gens se disent qu'ils peuvent hasarder à venir chercher une poche de sang dans une banque de sang. On finit avec la religion. Le pèlerinage musulman Hajj 2023 se tient du 26 juin au 1er juillet sur la place Idi à Akpakpa. Les hostilités ont démarré et se poursuivent. Comment se fait la préparation des pèlerins au point de regroupement? Esther Tofa nous en dit plus dans ce reportage. 500 pèlerins environ sont ici en attente de voyager en direction de la Mecque. Ils représentent la 3e vague qui bénéficie de l'accompagnement du gouvernement qui a pris toutes les dispositions pour leur assurer un voyage sans crainte. Sur place, les pèlerins subissent les derniers contrôles avant embarquement. Toutes les étapes partant de la fouille des bagages jusqu'à leur enregistrement. Ensuite, l'embarquement des pèlerins. C'est-à-dire la fouille au corps des pèlerins, la police aéroportuaire, tout le monde est ici sur le site. Les opérations se font exactement comme si on était à l'aéroport. Maintenant, je vous disais aussi que c'est un site d'accueil des pèlerins. Et nous avons des commodités pour accueillir des pèlerins qui viennent de loin et qui n'ont généralement pas de parents auprès de qui rester le temps du séjour et que les opérations se fassent pour embarquer. Nous avons commencé ce matin le traitement des bagages, l'enregistrement des bagages. Et au bout d'ici 3 à 4 heures, on finira cette opération. Et le soir, ces pèlerins dont les bagages sont enregistrés seront convoqués pour les autres formalités d'embarquement. Ces voyageurs, animés par un sentiment de satisfaction, sont sensibilisés sur les codes de bonne conduite avant, pendant et après le voyage. Les préparatifs s'améliorent davantage. Les innovations s'opèrent. Petitement et qualitativement. Tous les pèlerins du Nord sont déjà présents sur le terrain, sur le site. Ces pèlerins du Nord ont été sensibilisés selon les cahiers des charges et selon le code de bonne conduite. Franchement, ça a été une réussite. Une réussite en ce sens que depuis quelques jours, nous avons déjà reçu les manifestes. Nous savons dans quel vol sont nos pèlerins et en fonction de ça, nous avons pris les dispositions pour les faire venir. Et au niveau du site, franchement, ça a été mieux par rapport à l'année passée parce qu'on s'est rendu compte que c'est le vol, les pèlerins du vol qui doivent partir, c'est eux qui ont accès au site. Encore que les pèlerins qui s'inscrivent chez nous sont très sûrs maintenant qu'ils s'en vont puisque tout se fait au niveau d'une agence et déjà à quelques heures de leur voyage, ils sont déjà informés qu'ils sont partants. Donc, il y a moins de stress que les années passées. Au total, 10 vols sont prévus pour les 4600 pèlerins enregistrés pour le Hajj 2023 au Bénin. Une hausse de plus de 2000 candidats par rapport à l'année dernière. Le processus jusqu'au dernier vol se poursuit et prendra fin dimanche 18 juin 2023. Et avant de prendre congé de vous, voici les grandes décisions du Conseil des ministres de ce mercredi 14 juin 2023 en termes des mesures normatives, création et approbation des statuts de l'agence de collecte des paiements et de recouvrement, transmission à l'Assemblée nationale du projet de loi portant modification de la loi numéro 2016-24 portant cadre juridique du partenariat public-privé en République du Bénin, création et puis approbation des statuts de l'Agence nationale de la maintenance hospitalière, attribution, organisation et fonctionnement du ministère du développement, de la coordination de l'action gouvernementale et puis en termes de communication, mesures de soutien de l'État au prix de cession des intrants et homologation du prix d'achat de coton graines aux producteurs au titre de la campagne cotonnière 2023-2024. Mise en œuvre
de la phase pilote du projet de l'antenne scolaire à titre exceptionnel, à titre expérimental, bien entendu, dans les écoles primaires publiques du Bénin et puis agrément de 5 sociétés au code des investissements, mesures individuelles, nomination au ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique et puis également au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce 13h au Bénin. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité à 16h. Votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. À très bientôt.